Bonjour, aujourd'hui nous recevons Yolène Vigneault. Bonjour Tristan. Préfète d'En Marche. Oui, on peut dire ça. Et proviseure adjointe au lycée Léonard de Vinci. C'est bien ça. Donc on va commencer par la une du numéro 777, avec un sujet très important, la métropole. À la métropole, la voirie sème la tempête. Voilà, au sujet des attributions de compensation qui seraient pas tout à fait équitables. Il y en a certains qui rouspètent, vous voyez, bon, enfin. Voilà, donc un dossier là-dessus. Ensuite, on revient sur les Laura et David d'ici. Laura et David Hallyday, vous avez compris? Oui, je vois. Je cherche le qui s'appellent Agnès, Catherine et Nathalie Frêche. En fait, on revient sur l'héritage Frêche. Une affaire qui traîne depuis 8 ans. Et entre autres, on a la lettre d'Agnès Frêche à Laura et David. Voilà, parce que depuis 8 ans, c'est pareil. Les filles de premier mariage n'ont rien. Ensuite, on revient sur la métropole, qui est un rhinocéros qui broute à l'est. Voilà, c'est un sujet un peu curieux. C'est un retour sur la forme de la métropole. Voilà, on disserte sur la forme de la métropole. Et on revient ensuite avec des petits articles, des petites risées sur l'affaire Palot-Jacques Blanc, Jean-Pierre Grand, Enzo Ferrara, que vous connaissez. Oui, un petit peu, effectivement. Qui est En Marche, Monsieur Revol, la police au boulevard Gambetta et l'imam Khattabi. Voilà pour le numéro 777 de La Glorieuse. Yolène, comment allez-vous? Plutôt pas mal, fraîchement, hein, quand même, mais ça va. Voilà, vous lisez un peu La Glorieuse? Je lis un peu La Glorieuse, tout à fait, comme un certain nombre de journaux locaux. Et les derniers numéros, là, qu'est-ce que vous avez retenu des derniers numéros? On parlait pas mal de La République En Marche, dans le dernier en tout cas, oui. Ça c'est sûr. Il y avait un certain nombre d'hypothèses voilà, à propos des forces en présence, des liens entre les gens, des non-liens entre les gens, donc c'était particulièrement intéressant pour nous de le lire. Oui. La politique, c'est nouveau pour vous? L'engagement militant, oui, c'est nouveau pour moi. Après, j'ai toujours eu des convictions et été assez engagée politiquement, mais sans militer avant La République En Marche dans un parti. Vous étiez engagée de quelle façon? J'étais engagée dans des discussions et puis dans ma manière de gérer les choses au quotidien. Mais encore Mais encore, par exemple, dans la manière dont j'ai pu faire mon travail d'enseignante, de personnel de direction ensuite. Je pense que il y a forcément une neutralité d'action, mais il y a des convictions qui vont plutôt dans un sens ou dans l'autre politiquement. Et donc vos expériences politiques avant LREM, là, c'était... J'étais comme beaucoup de gens, je n'avais pas d'expérience politique en elle-même. Quels sont les objectifs de LREM 34 cette année? Alors, le premier objectif, c'est la Grande Marche pour l'Europe, qui va commencer le 24 mars, donc assez rapidement. On est en train de l'organiser et qui durera jusqu'à début mai. Sur le même principe en fait que la Grande Marche qui a eu lieu pour préparer le plan de transformation pour les élections présidentielles. Donc on va aller à la rencontre des gens à nouveau pour recueillir un petit peu leur vision de l'Europe, plus être à l'écoute voilà, de comment ils voient les choses et s'ils ont eux des idées d'amélioration, qu'est-ce qui leur pose problème au niveau de l'Europe. Donc ça c'est vraiment le premier objectif. Et ensuite, on va continuer à travailler sur le terrain pour préparer les échéances locales avec les comités locaux. Combien d'adhérents dans l'Hérault? Parce qu'il y a beaucoup de parlementaires, mais les adhérents, il y a 7 parlementaires. On a 7000 adhérents. Ah, 7000? Oui, 7000 adhérents, 94 comités locaux. C'est des adhésions, je clique sur Internet pour être adhérent, c'est ça? Oui, enfin, effectivement, la démarche pour adhérer, ça passe par Internet. Donc, effectivement, tous les adhérents ne sont pas militants. Ça, c'est sûr. Vous contrôlez tout sur le département? Contrôler, c'est-à-dire? Ben voilà, vous êtes préfète LREM.
contrôler, ça veut dire, je sais pas, regarder ce qui se passe, organiser. Alors organiser, oui, on essaie au maximum. Faire que les énergies se perdent pas, par exemple. Voilà, mais contrôler, ça veut dire vérifier que tout se passe bien. C'est un peu l'idée, que tout se passe le mieux possible. Voilà, et c'est plutôt essayer de ne pas perdre voilà, l'enthousiasme et l'énergie qui a créé le mouvement par des défauts de communication ou de fonctionnement. Ouais. C'est une préfecture bicéphale. Tout à fait. Et à parité. À Montpellier, à Béziers. Ça veut dire quoi, une préfecture bicéphale? Je pense que c'est important, c'est un gros département, hein, donc on disait 7000 adhérents, 94 comités locaux. Je pense que c'est vraiment intéressant d'être deux. C'est un territoire qui est très varié. On n'a pas les mêmes questionnements à Béziers qu'à Montpellier, que dans les Hauts-Cantons, que sur le bord de mer. Être deux avec des profils un petit peu différents, ça permet aussi d'arriver à mieux gérer, à mieux répondre voilà, aux attentes du job, sachant qu'on est tous les deux bénévoles, qu'on a tous les deux un métier, et que donc ça prend quand même pas mal de temps. Donc je reviens à l'actu nationale. Là. Ouais. L'année dernière, on a jeté des œufs sur Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculteur. Aujourd'hui, on lui a offert une poule. On peut filer la métaphore, l'année prochaine, un poussin, peut-être. Y voyez-vous un signe? C'est-à-dire non, ouais. Qui, de la poule ou de l'œuf? Ça pourrait être la question. Non, mais pourquoi on lui a jeté des œufs l'année dernière et cette année, on lui offre une poule? Parce que peut-être il a fait 2-3 choses bien entre-temps. D'accord. Ouais, bon, je prends, c'est tout. Oui. Donc j'en étais, oui, il y avait la COPOL, là. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, la COPOL. Le COPOL, en fait, c'est le comité politique. Comité politique, voilà, à Paris la semaine dernière, où ont été réunis tous les dirigeants, députés, les responsables en marche. En fait, uniquement les députés et les deux référents. Voilà. Pour démarrer. Qu'est-ce qui s'est dit? Plein de choses. Non, mais pour résumer, là, en 2 lignes. Pour résumer, en fait, on a essayé déjà d'être un peu plus efficace dans nos communications respectives et mutuelles. Parce que c'est vrai que... parce que vous êtes inaudible, en fait. En Marche est inaudible. C'est-à-dire au niveau local. Dans quel sens? Je sais pas, on n'entend pas parler d'En Marche, il n'y a pas de... Ah si, on entend pas mal parler d'En Marche. À part dans la Glorieuse, on n'entend pas parler. On a entendu parler d'En Marche ces derniers temps dans Midi Libre, on a entendu, on entend parler d'En Marche. Après, on n'entend pas toujours parler d'En Marche comme on voudrait qu'on en entende parler, mais quand on propose de parler des actions qui se font, c'est pas toujours la première chose qui intéresse, c'est pas faux. Ce qui est dommage. Quelles ont été les grandes décisions? Au niveau du COPOL? Oui. Alors, de mettre en place un mode de fonctionnement plus efficace en termes de communication pour qu'on puisse ne pas perdre une partie du travail des députés et que le lien entre les députés et le mouvement arrive à se refaire vraiment bien. Je pense qu'au début, il existait de fait, notamment avec certains députés. Et puis, pris dans le tourbillon de la vie et parisienne et locale, voilà, ça a été un peu plus compliqué et je pense que c'est important pour les députés et pour les marcheurs que ce lien soit fort et voilà, donc on puisse faire des actions ensemble. Vous recréez du lien. C'est un petit peu mon rôle aussi. Le lien qui s'était distendu. Tout à fait. Bon, d'accord. Vous avez profité pour refaire l'organigramme d'En Marche au niveau local. Oui, qui d'ailleurs, je tiens à le préciser, depuis le début, s'appelle pas organigramme, mais organisme vivant, et ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que dans organigramme, il y a quelque chose d'extrêmement figé, où on a des petites étiquettes avec des noms dessus. Et c'est pas vraiment l'idée de départ. On a fait plusieurs, depuis juillet, en fait, effectivement, l'organisation a changé. Bon, vous avez changé quoi? Là, la dernière fois, vous voulez dire? Non, cette fois-ci, là. Cette fois-ci, on a... Vous avez redistribué les cartes? On a resserré la gestion directe des comités locaux, en fait. Voilà, c'est Jérôme qui va s'en occuper directement.
Parce que c'est important pour la suite. Un exemple, Jacques Dandine et Idriss Ali ont disparu des radars, là, pourquoi? Justement parce qu'ils étaient à l'interface en fait entre les référents et les comités locaux et les relais territoriaux, et que cette interface en l'état n'a plus lieu d'être. Mais juste avant, Nathalie Doris avait disparu et ça avait ému personne. Hein. Oui. Et, voilà. Donc moi ça m'a fait sourire, mais Il se dit que vous avez dégagé les proches de Coralie Dubost. je savais pas qu'ils étaient proches. D'accord. Par contre, Christopher Tasti, Lila, Jean-Bernard Moll ont été un peu reboostés. Alors, ils étaient déjà, enfin, en tout cas, Christopher était déjà très très impliqué notamment au niveau de la communication, et surtout, ils sont effectivement sur une mission de relais territorial, c'est-à-dire sur Montpellier, parce que vous doutez bien qu'on va travailler en intercomité. Il y a une dizaine de comités en fait, rien que sur Montpellier-Ville. Donc, à un moment, ces comités vont travailler ensemble. Il y a 3 gros comités. Il y a 3 comités qui sont importants, qui se réunissent beaucoup et qui ont beaucoup d'adhérents. Et Jean-Bernard, Lila et Christopher font partie, voilà, des gens qui sont impliqués dans le mouvement, qui participent à des réunions. Et cette restructuration, c'est un départ donc pour les européennes et les municipales. Oui, tout à fait. Donc, après cette marche sur l'Europe, vous préparez quoi? Donc après la marche sur l'Europe, on a réuni les animateurs locaux là, il y a une dizaine de jours, voilà, après avoir réuni l'équipe départementale, pour poser un petit peu la feuille de route pour les échéances locales et pour leur expliquer comment on voyait les choses, ce qui a été aussi discuté et validé en comité politique justement sur les modalités de travail pour ces échéances locales. Vous savez s'il y aura un candidat héroleté pour les européennes en position éligible? Bon, sur la liste nationale, il y a 73 élus. Donc, est-ce qu'on aura la chance d'avoir un élu, nous? C'est possible. La commission d'investiture n'a pas encore eu lieu. Elle va avoir lieu quand? Le principe de liste nationale vient d'être validé et voté au Parlement. Donc voilà, on est encore. Donc il y a encore quelques mois avant qu'on parle de qui. C'est un peu le principe d'En Marche. On essaie de parler de quoi, comment, dans quel but, avant de parler de qui. Ok. C'est quoi la différence entre Macron et Hollande? La différence ou les différences? Parce que je crois qu'elles sont nombreuses. Je vous ai fait rire. Ah oui. Oui. Non, je pense qu'il y a beaucoup de différences entre Macron et Hollande. Citez-en moi une paire, alors, au hasard. La première qui me vient à l'esprit, c'est de faire ce qu'on a dit, de ne pas forcément promettre des choses quand elles ne sont pas tenables, quitte à essuyer voilà, des moments difficiles, quitte à essuyer des baisses d'opinion, des baisses dans les sondages d'opinion. Il y a une forme de courage, je trouve, chez Macron, que j'avais rarement vu avant à ce niveau-là en politique. Delacroix est-il toujours en marche? Tout à fait. Il y a une rumeur là, du côté du Verdançon qui dit que Paris lui a demandé de revenir. À genoux ou je sais pas. Non, mais effectivement, M. Delacroix est toujours en marche. Voilà, je l'ai même eu au téléphone il y a quelques semaines. Votre regard sur Philippe Sorel? C'est le maire de Montpellier, le président de la métropole. À ce titre, on travaille ensemble, forcément. D'accord. Parce qu'on a l'impression parfois En Marche Héros est un peu anti-Sorel. En Marche Héros? Oui. Non? Vous êtes sûr? Est-ce qu'on parle d'En Marche Héros? Enfin, je dis En Marche, oui. Qui est anti-Sorel? En Marche Héros est anti-Sorel, c'est intéressant. Non, En Marche Héros, je sais pas comment vous voulez. Qui est En Marche Héros? Quoi? C'est la vraie question. Bon, ok. Alors, ma question est, qu'en est-il vraiment? On n'est absolument pas anti-Sorel en Marche Héros. On n'a aucune raison de l'être. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas anti, pas pro. Justement, ce qui est fou, c'est que quand on évoque En Marche Héros, notamment dans la presse, il y a un prisme permanent. C'est quoi le prisme? Qui dit c'est pro ou anti-Sorel. Voilà,
on parle très très souvent de cette question-là. Cette question semble la question absolue. Pour moi, c'est pas une question en fait. Hein. C'est-à-dire que Sorel, il est un pas dedans, un pas dehors. Oui. Et voilà, et c'est vrai que il y a quand même pas mal de... Édouard Philippe aussi, hein. Si on part de là, je veux dire. Ouais, Édouard Philippe, c'est pas le même dossier. Voilà. Comment analysez-vous, par exemple, qui rappelle à lui l'équipe de campagne de Jean-Pierre Moore? Je pense qu'il est à mi-mandat et que à sa place, il s'organise pour la suite de son mandat. Effectivement, voilà, il y a des choses qui bougent, mais ça arrive, je crois, très souvent à mi-mandat que des choses bougent, pas seulement au niveau des métropoles ou des municipalités. Bon, on va parler de Coralie Dubost. Hein, parlons-en. On a parlé de Philippe Sorel, on va parler de Coralie Dubost. Bon, Coralie Dubost, à Paris, il se dit qu'elle est quasiment ministrable, et alors qu'ici, au sein d'En Marche, pas grand monde ne peut l'encadrer. Au niveau local, elle est un peu inexistante, voire grillée, elle n'a pas de... Voilà, qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne sais pas si elle est grillée au niveau local. C'est vrai que j'ai entendu que sa présence assez rare sur la circonscription était assez mal vécue. Je pense qu'elle l'a entendu aussi, d'après ce que j'ai pu comprendre. D'accord. Après, effectivement, au niveau national, elle a cumulé pas mal de missions, quoi. Donc, rien que le fait de la vice-présidence de groupe, forcément, à un moment, ça entraîne plus de présence, plus de réunions, plus de travail au national. Mais je crois qu'elle l'a entendu, cette dimension d'un certain manque sur le territoire, quoi. Parce qu'elle fait partie de la nouvelle génération, dans sa circonscription. De la génération sur laquelle il y a beaucoup d'attentes. Elle n'a toujours pas de lieu où recevoir de lieu où, je sais plus comment de permanence. Oui, permanence. Ça fait 6 mois qu'elle a été élue, plus de 6 mois même. C'est quand même étonnant. Le Figaro a dit qu'elle s'intéressait même à la mairie de Montpellier. Alors, vous avez pu voir ça? J'ai lu l'article du Figaro. Le Figaro a posé une hypothèse sur le fait qu'elle s'intéresse à la mairie de Montpellier. Et j'ai aussi lu qu'elle avait répondu que pour l'instant, ce n'était pas la question. Voilà, donc c'est pas le Figaro n'est pas le premier journal à émettre l'hypothèse que Coralie Dubost s'intéresse à la mairie de Montpellier, je crois. Mais jusque-là, elle a toujours répondu que c'était pas la question pour l'instant, quoi. Bon, en ce moment, il y a les retraités qui sont assez remontés contre le gouvernement. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Ben, je dis que quand on reprend ce qui a été proposé au départ dans le projet d'En Marche et de Macron, c'est vraiment l'idée de revaloriser le travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille, un actif, on ne peut pas imaginer qu'il reste comme ça, comme c'est le cas depuis quelques années, avec un pouvoir d'achat qui baisse et une injustice absolue et une dévalorisation absolue du travail jusque-là. Forcément, pour revaloriser le travail, il faut réorganiser la distribution au sein de la société, la redistribution. Et donc, sur la question de la CSG, il était prévu que la CSG soit augmentée sur les retraites qui dépassent un certain montant, autour de 1 600 € à peu près. Sur les petites retraites aussi, hein, je crois. Non, c'est à partir de 1 600 €, hein, vraiment. 1 500 peut-être, mais en tout cas c'est 1 500 ou 1 600, j'ai plus le chiffre exact en tête. En revanche, c'est vrai que ça fait une petite baisse. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un certain nombre de ces retraités qui subissent cette baisse-là depuis janvier vont aussi être exonérés pour une grande part d'entre eux de leur taxe d'habitation au mois de novembre, et à ce moment-là, la compensation sur un an, elle existera. Mais on est toujours dans cette espèce d'urgence de l'instant. Alors oui, ça a commencé par baisser un peu. Très bien, je vous remercie, Yolène. On va terminer par la question chapeau. Oui, allons-y. Tenez. Alors j'ai le choix entre 2 papiers, c'est ça? Oui. Mais je choisis toujours le mauvais dans ces cas-là. Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais?
Vous allez nous lire la question. Pouvez-vous nous donner 3 exemples qui illustrent pourquoi LREM appréhende-t-elle la politique autrement? 3 exemples. Oui, je crois que je peux. Alors, le premier, c'est d'abord le fait que je sois là. Moi, en tant que référente, j'étais pas sur toutes les photos, j'étais plutôt discrète sur le département. Et pourtant, depuis mai 2016, j'ai travaillé. J'ai travaillé avec le national, j'ai travaillé de manière très locale à Palavas, j'ai travaillé en lien avec Patricia Miralles sur la première circonscription aux législatives. Et il y a beaucoup de gens qui ont été étonnés qu'on me demande de devenir référente. Et pourtant, ça illustre bien le fonctionnement d'En Marche. C'est-à-dire que ce n'était pas forcément parce que j'étais très visible. Donc ça, c'est une première chose dans la politique autrement. Une deuxième chose, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière à Balaruc. Plusieurs comités du bassin de Thau ont organisé une réunion publique sur l'alimentation, après avoir travaillé en comité et en atelier. Une réunion qui était vraiment citoyenne, qui n'était pas uniquement politique, c'était organisé par La République En Marche, mais c'était ouvert à tous. Les intervenants n'étaient pas forcément des adhérents ou des marcheurs. Et il y avait des agriculteurs, il y avait des écolos pur sucre, il y avait des médecins. Et je pense que c'est aussi comme ça, en sortant des dogmatismes et des oppositions de principe, qu'on arrive à faire avancer vraiment la politique et à être dans des propositions qui sont, qui sortent des choses convenues, en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez sorti comme chose qui n'était pas originale et pas convenue? Je pense que déjà, le fait de pouvoir mettre ensemble et trouver des points d'accord sans être par exemple dans quelque chose de très catégorique entre ceux qui vont prôner la décroissance absolue et ceux qui vont prôner un capitalisme sauvage, notamment dans ce domaine-là, dans le domaine de l'agriculture. Enfin, on l'a encore vu là au Salon de l'agriculture. Il y a des exemples de pratiques qui ont pu être échangées sur de l'éco-agrologie. Je pense que ça peut aider certains agriculteurs qui n'osaient pas se lancer à aller un peu plus loin de ce point de vue-là. Ouais. Les échanges permettent de décoincer les verrous. Le troisième point? Et le troisième point, par exemple, on a pas mal de projets citoyens en cours qui sont en train de se monter dans différents quartiers. Par exemple Par exemple, il y a un projet sur la culture, l'accès à la culture, à la musique, avec la mise à disposition d'un piano. Alors qu'on voudrait mobile, mais ça pose des questions de logistique, c'est-à-dire que s'il était mobile, on pourrait toucher plusieurs quartiers avec un système de marcheurs ou de citoyens bénévoles qui sont musiciens. Et plutôt que d'être dans quelque chose qui nécessite un local, de l'argent, des autorisations, on essaie vraiment de remettre les citoyens au cœur des choses. C'est-à-dire que celui qui a une heure de son temps, qui est musicien, va pouvoir dire moi je suis disponible à telle heure pour pouvoir accueillir les enfants ou les adultes d'ailleurs de certains quartiers de Montpellier par exemple ou de Lunel. Faut l'installer sur un truck. L'idée c'est ça en fait, c'est de l'installer sur une remorque par exemple, parce qu'une remorque c'est plus facile à stocker qu'un camion plateau. Mais c'est ça l'idée effectivement, que ce soit déplaçable, qu'il n'y ait pas ce principe de local. Et vraiment le principe du bénévolat, c'est ce qui s'est passé sur la réserve marine aussi à Palavas, où La République En Marche de Palavas a organisé une surveillance bénévole. L'association qui s'occupe de la réserve n'avait pas les fonds pour payer la surveillance. Et après discussion, on s'est rendu compte que des gens qui ont des bateaux, il y en a plein. Des gens qui sont prêts à donner une heure de leur temps pour passer surveiller la réserve, il y en a plein aussi. Voilà, et c'est aussi une manière de faire de la politique différemment, je crois. C'est du coworking. Un petit peu. Très bien. C'est surtout de la réalité. Très bien, je vous remercie, Yolène. Merci beaucoup, Tristan. Bonne journée. Merci.